Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. J'ai une question pour vous avant de démarrer. À votre avis, quelle est la part du nucléaire dans la consommation mondiale d'énergie? 20%? 10%? 5%? 4% exactement. Le reste, c'est du pétrole, du charbon et du gaz, de l'hydraulique, de la biomasse, et puis un peu d'éolien et de photovoltaïque. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi s'intéresser au nucléaire? Eh bien, il y a une seule raison. Elle est profonde. Elle est existentielle. C'est à cause du changement climatique. Si on veut pouvoir se passer d'une énergie qu'on consomme à plus de 80%, les fossiles, qui sont une énergie carbonée pilotable, il faut trouver une énergie ou des énergies décarbonées pilotables. Et il n'y en a que deux. Il y a le nucléaire et puis il y a l'hydraulique. Alors l'hydraulique, c'est bien, mais ça dépend de la géographie. En Norvège, en Suède, parfait. Aux Pays-Bas, Belgique. Donc il y a le nucléaire. Mais attention, pas n'importe quel nucléaire. Un nucléaire qui est exploité de façon durable, ce qui n'est pas le cas actuellement, ni en France, ni dans aucun pays du monde. C'est ce qu'on va voir ce soir. Je voulais juste, avant, vous préciser, je vous dois cette précision, je ne suis pas financée par la filière nucléaire. J'ai quitté le CEA il y a quelques années, quand il a été décidé d'arrêter la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides, qui précisément permettent le nucléaire durable. J'ai considéré que c'était vraiment grave et j'ai repris ma liberté de parole. Donc je roule pour moi et je roule pour vous. Alors, on en est où en matière de réchauffement climatique? Vous l'avez peut-être noté, depuis le milieu de l'année 2023, quasiment tous les mois, on dépasse 1,5 degré de réchauffement de la Terre. 1,5 degré Celsius, c'est quoi? C'est la température, c'est la hauteur du réchauffement que les pays signataires de l'accord de Paris en 2015 s'étaient engagés à ne pas dépasser pendant ce siècle. Ça veut dire que tout ce qui a été fait pour tenter de freiner le réchauffement climatique est un échec. C'est pas l'avis de tout le monde. Vous avez régulièrement des annonces triomphantes, j'en ai sélectionné quelques-unes, même l'AIE qui dit que l'ère des fossiles, c'est derrière nous, grâce à l'éolien et au photovoltaïque. Alors, pourquoi c'est faux et pourquoi cet aveuglement? Eh bien, il y a plusieurs raisons, bien sûr, comme souvent, mais il y a une raison là aussi profonde, qui est la confusion faite entre énergie et puissance. Et vous êtes un public de scientifiques, donc vous comprenez là où il y a le problème. Je vous le montre sur ce graphe, qui est le graphe de la production d'électricité dans le monde. La part des fossiles, extrêmement importante, plus des 2/3 de l'électricité produite dans le monde est produite à partir du charbon et du gaz, il y a un petit peu de pétrole. Et puis vous avez du nucléaire, 2700 TWh, pour mémoire, TWh, hein, c'est des milliards de kilowattheures. Et puis vous avez de l'éolien en quantité significative, 2300, 2400, et du photovoltaïque dans des quantités semblables. Et maintenant, quand vous regardez les puissances que vous avez mises en place pour produire ces énergies, eh bien, vous voyez qu'il a suffi de 400 gigawatts pour produire l'électricité nucléaire, alors qu'il a fallu 2 à 3 fois plus, voire 4 fois plus de puissance éolienne et photovoltaïque pour produire des quantités comparables d'électricité. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est quoi? C'est le rapport entre la puissance effective de votre installation rapportée à la puissance théorique que vous avez installée. Et quand vous installez des machines éoliennes ou des panneaux photovoltaïques pour récupérer une énergie qui est intermittente, qui dépend de la présence du soleil et du vent, eh bien en fait, vous avez un facteur de charge qui est très faible. 26%, 12%, c'est les moyennes mondiales. Ça veut dire que votre réseau électrique, pour arriver à le faire tenir, à le rendre stable, continu, eh bien, vous êtes obligé d'adosser cet éolien et ce photovoltaïque à des centrales thermiques qui, en général, fonctionnent avec du charbon et du gaz. Et c'est ainsi qu'en pensant
vertueusement faire de l'énergie avec le soleil et le vent, eh bien, vous restez assujetti aux fossiles. Ça se voit très bien quand vous comparez les taux d'émission moyens de gaz carbonique de l'Allemagne. L'Allemagne a le plus grand parc éolien photovoltaïque d'Europe, 150 gigawatts, et elle a un taux d'émission de CO2 qui est 6 à 7 fois plus important que la France. La France, le pilotable, vous le savez, c'est du nucléaire, c'est de l'hydraulique, à plus de 92%. L'Allemagne, le pilotable, c'est du charbon et du gaz. Vous entendez sûrement, à longueur de plateaux télévisés ou autres, répéter que la France doit rattraper son retard en matière d'énergie renouvelable. Pourquoi? Alors, je vous ai dit, le nucléaire, être décarboné, ça ne suffit pas, il faut être durable. Qu'est-ce que ça veut dire? La durabilité, c'est un concept qu'on emploie à tort et à travers, en ayant oublié ce qu'il veut dire, alors que la définition est très précise. Elle nous a été donnée en 87 par l'ONU, car l'enjeu, c'était d'être capable d'assurer notre développement, à nous, présentement, tout en étant assuré que les générations futures pourront elles aussi se développer. C'est un concept très fort. Et ça renvoie immédiatement à 3 objectifs qui doivent être simultanés et prioritaires. 1. Économiser la ressource naturelle. 2. Minimiser les déchets produits, au premier rang desquels le gaz carbonique, bien sûr. Et 3. Que les solutions soient socialement et économiquement acceptables. Alors, le nucléaire, vous le savez, c'est d'abord un potentiel énergétique décarboné fabuleux, puisque, où est-ce qu'il est, mon petit morceau d'uranium? Voilà, 1 gramme d'uranium entre mes doigts. C'est autant d'énergie que plusieurs tonnes de pétrole, plusieurs tonnes de charbon, plusieurs milliers de mètres cubes de gaz, qui eux, en plus, vont vous donner du gaz carbonique. Avec l'uranium, quand vous faites la fission de l'uranium, il n'y a pas de gaz carbonique. Vous êtes au cœur du noyau, qui est au cœur de l'atome. Et ce que vous êtes en train de libérer, c'est la force nucléaire, qui est 1 million de fois plus importante que la force électromagnétique. C'est pour ça que vous avez autant d'énergie. Je vous ai ici schématisé la fission d'un noyau d'uranium. Vous voyez un neutron. C'est une petite particule dense, neutre, qui pénètre parce qu'elle est neutre facilement à l'intérieur de la matière nucléaire et qui casse le noyau en deux. Et en cassant le noyau en deux, elle libère 200 millions d'électronvolts. Vous retrouvez le facteur million. Et on libère également quelques neutrons. Et ces neutrons vont à leur tour fissionner les noyaux voisins. C'est comme ça que vous avez le processus de réaction en chaîne. Alors, en France, mais dans le monde entier, on utilise l'uranium-235. Vous savez pourquoi? C'est le seul noyau fissile qui existe sur Terre. Il n'y en a pas d'autre. Donc le choix est simple. C'est le seul noyau qui, quand il est fissionné, auto-entretient la réaction en chaîne. Le problème, c'est que cet uranium-235, il y en a très peu. 0,7% dans le minerai d'uranium. L'essentiel de l'uranium, c'est de l'uranium-238. C'est-à-dire toute la ressource naturelle. Ça veut dire que, par rapport aux objectifs de durabilité, en fait, on fait un vrai gaspillage de ressources en n'utilisant que l'uranium-235. Or, l'uranium-238, lui, n'est pas fissile. Pourquoi cela? Eh bien, on apprend en physique nucléaire que quand vous avez un noyau comme ça, qui comprend un nombre pair de composants, il ne se laisse pas casser. Il a une cohésion très, très importante. Pour arriver à le casser, il faut amener beaucoup d'énergie. Il faut amener des neutrons rapides. Et ça, on le sait depuis le début de l'histoire nucléaire, électronucléaire, qui démarre après la Seconde Guerre mondiale. Le premier réacteur mis en service dans le monde pour produire de l'électricité, vous voyez 4 petites ampoules de 200 watts qui sont allumées, c'est un réacteur à neutrons rapides. Peu de gens le savent. Il a été démarré dans le désert d'Idaho aux États-Unis et immédiatement après, les 4 pays pionniers de l'aventure nucléaire mondiale, à savoir les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France, se lancent dans la recherche nécessaire pour mettre au point cette filière. Je vous ai mis la phrase de Fermi qui disait en 1945
que les pays qui maîtriseraient la fission nucléaire avec les neutrons rapides auraient un avantage compétitif extraordinaire. Aujourd'hui, on parlerait de souveraineté énergétique. La France démarre avec Rhapsody, 40 MW thermiques, suivi immédiatement de Phoenix, 250 MW électriques, qui va être couplé au réseau plus de 35 ans, et puis Super Phoenix, 1200 MW électriques. C'est le plus grand réacteur prototype à neutrons rapides construit dans le monde. C'est la France qui détient ce record et qui d'ailleurs le détient toujours. Malheureusement, vous le savez peut-être, Super Phoenix est arrêté en 1997 pour des raisons politiques. C'est un accord passé entre le Parti socialiste et les écologistes qui conduit à l'arrêt de Super Phoenix. Et c'est le début du grand déraillement de la filière nucléaire française parce qu'elle est privée de la technologie qui lui permet de gérer correctement sa matière stratégique. À la fois utiliser la ressource de façon optimale et aussi minimiser les déchets produits. C'est une chose que je n'ai pas le temps de développer, mais avec les faisceaux de neutrons rapides, avec les spectres de neutrons rapides, vous fissionnez en fait tous les gros noyaux. Alors, au début du XXIe siècle, on se rend compte que on a fait une belle erreur, peut-être même une faute, et on décide de redémarrer les recherches pour mettre au point un prototype de réacteur à neutrons rapides, cette fois-ci de 4e génération. Super Phoenix, c'était la 2e génération. Là, presque 50 ans ont passé depuis les premières études de conception. C'est Astrid. Et devinez quoi? Eh bien, Astrid est arrêtée pour raisons politiques en 2018. Cette fois-ci, c'est une histoire qui vous concerne. Alors, si vous me dites, mais pourquoi en France on a ce génie d'arrêter ce qui marche, d'arrêter les success stories françaises? Très bonne question. Alors, où on en est en termes de ressources en uranium, parce que finalement c'est le nerf de la guerre. Je vous mets là les 8 millions de tonnes qui constituent les réserves récupérables d'uranium dans la croûte terrestre. C'est connu par les géologues du monde entier. Et puis je vous mets également 16 millions de tonnes. Vous voyez, c'est un dessin plus nébuleux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les réserves ultimes en uranium. On dit aussi parfois les réserves spéculatives, hypothétiques. Ça veut tout dire. Ça veut dire que on pense qu'il y a cet uranium-là existe et que peut-être on pourrait le récupérer, peut-être à hauteur de 20 ou 30%. Et puis là, je vous montre comment on consomme cet uranium pour faire fonctionner le parc mondial de 400 gigawatts, donc 60 000 tonnes chaque année. Et là, c'est ce que nous dit l'AIEA comme croissance attendue, compte tenu que le parc est en train d'augmenter. Il serait accru d'environ 50% d'ici 2050. Et ici, je vous ai tracé ce que devrait être la consommation réelle si les pays qui se sont engagés lors de la COP28, la COP28 c'était l'an dernier, a triplé la puissance mondiale du parc nucléaire. Ça va dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle pour le climat. Mais dans ce cas-là, vous voyez que dès 2050, on a un problème. On quitte la région confortable d'approvisionnement en uranium, ce qui veut dire que construire à ce moment-là, décider de mettre en service un EPR dont la durée de vie, je vous rappelle, c'est au moins 80 années, c'est sérieusement hasardeux. Parce que au bout de 20 ou 30 années de fonctionnement de ce réacteur, on sera déjà dans les régions d'uranium hypothétiques. J'ajoute que c'est d'autant plus préoccupant que dans ce graphe, les ambitions de la Chine, de l'Inde et de la Russie ne sont pas prises en compte. On ne les connaît pas, mais on sait qu'ils avancent activement sur le nucléaire. Alors, on revient en France. En France, on a, sur notre sol, indépendamment de tout risque géopolitique d'approvisionnement, plus de 400 000 tonnes de matière fissible, c'est-à-dire susceptible de fissionner à condition qu'on ait des réacteurs à neutrons rapides. C'est de l'uranium 238 qu'on a laissé de côté, puisqu'on a consommé que l'uranium 235, donc on en a des paquets, 400 000 tonnes, et du plutonium 239. Et ça, vous faites le calcul, c'est une petite règle de 3 avec un nombre d'Avogadro quelque part, c'est 7000 années de production d'électricité. Vous imaginez que dans le contexte actuel de pénurie en tout genre et de chaos à venir, c'est un trésor fabuleux. La France est le seul pays d'Europe à disposer d'une telle ressource. Au lieu de quoi, si on reste dans le statu quo actuel,
eh bien, on a encore quelques dizaines d'années devant nous de fonctionnement, et puis après, ça s'arrêtera. Et quand je dis que ça s'arrêtera complètement. Et vous savez maintenant pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'uranium-235 et que c'est le seul noyau fissile qui existe sur Terre. Ça veut dire que quand on aura tout consommé, on ne pourra même plus démarrer une réaction en chaîne. Donc si vous vous souvenez des solutions qu'on a pour se substituer aux fossiles, que j'ai montré dans le premier transparent, on n'a plus grand-chose devant nous. Pour un monde décarboné, le nucléaire durable, en fait, est incontournable. C'est pas un choix parmi d'autres, une option, comme on entend parfois, parmi un mix qui existerait. En fait, c'est fabuleux parce qu'on a cette possibilité, mais il faut le faire correctement, il faut qu'il soit durable. Alors maintenant, c'est quoi les raisons d'espérer? Parce que le panorama, quand même, préoccupant. La première raison, c'est que c'est faisable. On l'a déjà fait. Et on a même été champion du monde, devant les Russes et les Américains, en matière de surgénération. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pas eu le temps de parler. Mais avec un réacteur à neutrons rapides, non seulement vous optimisez l'utilisation de la ressource naturelle, mais aussi vous surgénérez de la matière fissile, le plutonium-239. Vous en surgénérez davantage que vous en consommez. La deuxième chose, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous êtes peut-être au courant qu'il y a peut-être des décisions qui pourraient être prises sur une nouvelle relance de la filière rapide en France. Et je dirais qu'il y a évidemment dans les structures dirigeantes des gens qui commencent à comprendre les problèmes et qui commencent à les comprendre, je dirais, à proportion de la prise de conscience qu'ils ont de la menace climatique. Puis la troisième raison d'espérer, ben c'est vous. C'est vous qui avez souhaité avoir cet exposé sur le nucléaire durable, sur son caractère irremplaçable. Alors voilà, je vous ai donné les lignes de force de l'argumentation. Approfondissez cette argumentation. Lisez des bons livres. Appuyez sur les leviers de décision si vous en avez la possibilité. Et pourquoi pas, soyez partie prenante des décisions. C'est l'une des meilleures choses que je vous souhaite pour l'avenir, pour notre avenir à tous. Je vous remercie.